Alors, je rappelle que c'est notre dernière séance. Pour ceux qui, pour des questions de travail, auraient à me voir, je m'en vais 10 jours, mais je serai là et je reviendrai ici pour voir ceux qui ont besoin à partir vers le 20 juin. Bon, voilà. Alors, eh ben, vous comprenez, c'était comme ça, quoi. La dernière fois, on était parti sur des espèces de conclusions très vagues, puisque c'était des conclusions pas seulement concernant cette année, mais couvrant une espèce de travail. C'est bien de finir là, alors que l'année prochaine, on ne sait pas bien où on sera. Eh bien, des conclusions ou des lignes de recherche concernant le travail qu'on a fait depuis plusieurs années ici. Alors j'étais parti sur des choses sur qu'est-ce que c'est, j'avais repris des choses sur ce que j'essayais de définir comme ligne de fuite. Qu'est-ce que c'est que des lignes de fuite? Comment on vit sur des lignes de fuite? Qu'est-ce que ça veut dire au juste? Et surtout, comment la ligne de fuite ou comment les lignes de fuite risquent de tourner et ont un danger qui leur est propre. Je disais en gros, pour ceux qui n'étaient pas là, je disais, ben oui, le problème d'une analyse, c'est peut-être pas du tout de faire une psychanalyse, mais de faire, par exemple, on peut concevoir autre chose, une géoanalyse. Et une géoanalyse, c'est précisément, ça part d'une idée très suivante, c'est que les gens, que ce soit les individus ou les groupes, ils sont composés de lignes. C'est une analyse de linéaments. Tracer les lignes de quelqu'un, à la lettre faire la carte de quelqu'un. Alors là, la question même, est-ce que ça veut dire quelque chose ou pas, évidemment, elle perd tout sens. Une ligne, ça veut rien dire. Simplement, faire la carte avec les espèces de lignes de quelqu'un, ou d'un groupe, d'un individu, à savoir qu'est-ce que c'est que toutes ces lignes qui se mélangent. En effet, moi, il me semble, on pourrait concevoir les gens comme des mains. Chacun de nous, c'est comme une main ou plusieurs mains. On a des lignes. Alors ces lignes, elles ne disent pas l'avenir parce qu'elles ne préexistent pas. Mais il y a des lignes, bon, de toutes sortes de nature. Et entre autres, il y a des lignes qu'on peut appeler de bordure, de pente ou de fuite. Et d'une certaine manière, vivre, c'est vivre sur, en tout cas aussi, c'est vivre sur ces lignes de fuite. Alors c'est ça que j'essayais d'expliquer, mais chaque type de ligne a ses dangers. C'est pour ça que c'est bien, c'est pour ça que c'est très bien. On ne peut jamais dire c'est là que je me sauverai. Le salut ou le désespoir, il vient toujours d'une autre ligne que celle qu'on attendait. Alors, on est toujours pris par surprise. Alors bon, je disais, le danger propre à la ligne de fuite, c'est qu'elle frôle des choses tellement étranges que, d'une certaine manière, c'est d'elle qu'il faut qu'on se méfie le plus. C'est de celle que nous traçons qu'il faut se méfier le plus, en ce sens que c'est là qu'on frôle les plus grands dangers. À savoir, les lignes de fuite, elles ont toujours une potentialité, une espèce de puissance, de possibilité de tourner en ligne de destruction, en ligne de désespoir et de destruction. Alors que, j'essayais d'expliquer la dernière fois, que pour moi, en tout cas, c'était des lignes de vie. C'était avant tout là. Et sur ces pointes de fuite, c'était là que se faisait et se créait la vie. Or, c'est en même temps là que la ligne de fuite risque de tourner, en ligne de mort, en ligne de destruction, tout ça. Et la dernière fois, je devenais très moraliste, mais pour moi, ça n'a aucun inconvénient, puisque je parlais de dignité, de qu'est-ce qu'il y a d'indigne dans le culte de la mort, qu'est-ce que c'est ce culte de la mort qui tout d'un coup détourne une ligne de fuite, l'ensable, l'empêtre, ou bien une ligne de fuite, imaginée même graphiquement, qui tout d'un coup tourne et se précipite dans une espèce de, il n'y a pas de meilleur mot, de trou noir. Tout ça arrive. Ben, aujourd'hui, comme je ne voudrais pas quand même exagérément me répéter, je voudrais prendre peut-être un problème voisin, mais dans un tout autre contexte. Et ce problème, j'y tiens, j'avais envie d'en parler depuis longtemps, et puis c'est jamais venu. Alors, je le reprends là comme... c'est un point qui m'intéresse, et je voudrais que ça ait l'air de partir, que vous disiez vous-même, mais quel rapport ça a avec ce que je viens de résumer,
Et puis le rapport, on le verrait peut-être petit à petit, donc on oublie tout ça. Et là, je fais presque un résumé de quelque chose, pas pour mon compte. Je voudrais là que ce soit comme un exercice où devant vous, je me risquerais à construire un problème avec précisément des auteurs qui m'apportent des matériaux propres à ce problème. Voilà, je dis premier point, je numérote encore parce que, oh mon Dieu, voilà. Il distribue sur les tables ce matin. Voilà, voilà. Voilà ce que j'appelle l'abjection. Ah oui. C'est l'abjection, ça. Rappelez-vous, hein, même si vous ne vous souvenez que de cela, rappelez-vous le mot de Unamuno que je trouve tellement beau lorsque Unamuno, les généraux franquistes entrant et criant « Vive la mort », Unamuno répond « Je n'ai jamais entendu un cri aussi stupide et répugnant ». Alors je ne sais pas si les types qui écrivent ou qui font ce genre de petits machins là pensent être drôles ou faire en de plus, l'esprit. ils servent de toi, Je dis que c'est c'est vraiment dégueulasse. C'est dégoûtant, c'est sale, quoi. C'est pire que immoral, C'est une c'est sale. citation de Nietzsche, C'est de la merde. Enfin, voilà. Il y a qu'en faire. C'est vous qui vous avez mis là. Hein. Mais non, c'était Ah sur ouais, la- c'est un document. Mais regarde, C'est dégoûtant, quoi. C'est ce dégoûtant. dont ils se servent, c'est vraiment dégueulasse. Ah bon, ils Oui, parce servent qu'ils pas font de des moi, sites. j'espère. Si, faites Rhizome, il cite Rhizome, il cite Nietzsche. Non, mais c'est... Ouais. Nietzsche, ça devient vraiment un truc bizarre. Hein. Ah, les hommes du lion. Bon. Alors parlons de choses plus gaies justement, mais ça va être la même. Hein. Ça va être la même. Voilà, moi, il y a un auteur que beaucoup d'entre vous connaissent très bien. Et qui a écrit un petit texte qui répond à la fois à l'ensemble de sa pensée, je crois, et qui en même temps, ce texte me touche particulièrement, avant même que je demande pourquoi il me touche. C'est Maurice Blanchot. Maurice Blanchot, dans un de ses livres, La part du feu, écrit ceci. C'est un texte à propos de Kafka. Et voilà ce qu'il écrit à propos de Kafka. Écoutez bien, hein, c'est de ça que je voudrais partir juste. Il ne me suffit donc pas d'écrire, il ne me suffit donc pas d'écrire, je suis malheureux. Il ne me suffit donc pas d'écrire, je suis malheureux. Tant que je n'écris rien d'autre, que je suis malheureux, tant que je n'écris rien d'autre, je suis trop près de moi, trop près de mon malheur, pour que ce malheur devienne vraiment le mien. Je voudrais juste que vous laissiez aller, vous ne cherchez pas, vous retenez les tonalités de la phrase. Curieux, tant que je dis « je suis malheureux », je suis trop près de moi, trop près de mon malheur, trop près de mon malheur. On s'attend à ce qu'ils disent, pour que ce malheur ne me soit pas un peu extérieur. Il dit le contraire. Tant que je dis « je suis trop près de moi, trop près de mon malheur, pour que ce malheur devienne vraiment le mien. » Une belle phrase. Devienne vraiment le mien, il ajoute « sur le mode du langage ». Je ne suis pas encore vraiment malheureux. Ce n'est qu'à partir du moment où j'en arrive à cette substitution étrange, il est malheureux, que le langage commence à se constituer en langage malheureux pour moi, à esquisser et à projeter lentement le monde du malheur tel qu'il se réalise en lui. C'est seulement quand je dis « il est malheureux » que ce malheur devient le mien sur le mode du langage, c'est-à-dire que commence à se constituer le monde auquel appartient ce malheur. Donc ce n'est qu'à partir du moment où j'en arrive à cette substitution étrange, il est malheureux, que le langage commence à se constituer en langage malheureux pour moi, à esquisser, à projeter lentement le monde du malheur tel qu'il se réalise en lui. Alors peut-être, dans cette formule qu'on n'a pas encore compris, il est malheureux de ça. On la prend comme ça, on fait confiance à Blanchot. Alors peut-être, lorsque je dis il est malheureux, alors peut-être je me sentirai en cause. Vous voyez, il ne dit pas du tout, il ne faut pas dire je, il faut s'occuper des autres.
Il faut dire c'est seulement il dit, c'est seulement lorsque je dis il est malheureux que ce malheur devient effectivement le mien sur un certain mode. Alors peut-être je me sentirai en cause, et ma douleur s'éprouvera sur ce monde d'où elle est absente. C'est moins bien, je supprime. Hein. Alors je me sentirai en cause. Bien. Et en quoi ça concerne Kafka? Eh bien, il dit, c'est ça les récits de Kafka. C'est que Kafka s'exprime dans ses récits par cette distance incommensurable, cette distance qui sépare le jeu du il. Il s'exprime dans ses récits par cette distance incommensurable et par l'impossibilité où il est de s'y reconnaître. En d'autres termes, il a atteint le point où il est dessaisi, dira Blanchot dans un autre texte, la formule là est très belle, où il est dessaisi du pouvoir de dire « je ». Atteindre au point où je suis dessaisi du pouvoir de dire « je ». Bon, alors, on a fait juste un petit progrès, ce serait ça le « il ». Le « il », c'est le point où je suis dessaisi du pouvoir de dire « je ». Qu'est-ce que c'est que ce dessaisissement? En quoi là, alors, vous devez déjà comprendre immédiatement en quoi ça rejoint mon thème de la dernière fois, bibliothèque, ça s'enchaîne tout droit. C'est que ce « il », si je le définis comme le point où je suis dessaisi du pouvoir de dire « je », c'est précisément la ligne de fuite. En d'autres termes, le « il », c'est l'expression, l'exprimant de la ligne de fuite. Bon, mais à quelles conditions? Comment? J'arrive au point où je suis dessaisi du pouvoir de dire « je », au point, et ce point est tel que, alors on peut grouper des choses, puisqu'on est à la recherche d'une construction de problème. On peut grouper des choses. Qu'est-ce qui montre, qu'est-ce qui définit ce point? C'est pas le fait que je dis « je » ou pas. Je peux toujours continuer à dire « je », aucune importance. C'est même bête les gens qui croient que les choses passent tellement par le langage explicite. Une des phrases les plus belles, je trouve, que je préfère dans Beckett, c'est un texte un personnage de Beckett qui dit « Oh, mais je le dirais s'ils y tiennent. Si ils y tiennent. S'ils y tiennent, mais je sais très bien le dire, comme tout le monde. Seulement voilà, je mets rien là-dessus. Pas la question de dire je ou pas dire je. D'une certaine manière, on est tous comme Galilée, on dit tous le soleil se lève, alors qu'on sait très bien que c'est pas le soleil qui se lève, hein, et que c'est la Terre qui tourne. Bon, eh bien, faut arriver à dire je de la même manière. On sait très bien que c'est vide, je. Bon, ça n'empêche pas de dire je, parce que c'est un indicateur commode, c'est un index linguistique, bon, d'accord. Dans le génie des nations, problème aussi qui nous effleure de temps en temps et que j'arrive jamais à traiter. Comment ça se fait que les penseurs de tel, qu'il y ait une certaine, là aussi, géographie de la pensée? Sauf qu'on ne confond pas, par exemple, dans la philosophie, et même ailleurs, la philosophie anglaise, la philosophie allemande, la philosophie française, et que je crois que ces catégories très grossières sont relativement fondées. C'est pas seulement par le langage, il y a vraiment des concepts qui sont signés allemands. C'est pas mal, ça peut être les plus beaux. Il y a des concepts qui sont signés français, oui, et là c'est pas beaucoup, c'est pas notre faute. Il y a des concepts qui sont signés anglais, c'est très curieux. Or, moi, à ma connaissance, j'ai jamais vu un Anglais prendre au sérieux le moi, le problème du moi, à aucun niveau. Curieux, ça. Tous les grands textes des Anglais, il y en a de merveille, ils tournent tous autour de l'idée suivante. C'est pour ça qu'il y a une espèce de frontière d'inintelligibilité, de non-communication entre, par exemple, un cartésien et un anglais. Un cartésien, c'est une petite fleur française, hein, ça se voit en France, des cartésiens. Mais alors, qu'est-ce qu'on en a alors, bon, mais en gros, vous le savez tous, Descartes, c'est une certaine philosophie fondée sur le moi. Et sur la formule qu'on va peut-être retrouver tout à l'heure, si j'ai le temps, sur la formule magique, je pense. Je pense, donc je suis. Bon. Pourquoi qu'un Anglais, les Allemands, ils ont repris le je pense, donc je suis. Pourquoi? Parce qu'ils élevaient le moi à une puissance supérieure encore. Ils en faisaient ce qu'ils appelaient eux-mêmes l'ego, égéo, transcendantal. Le moi transcendantal.
Bon, c'était bien ça. Ça c'est un concept alors, allemand, le moi transcendantal. Les Anglais, c'est pas mal, vous comprenez, sous les discussions explicites, il y a tellement de choses bien plus belles. Ça les fait rigoler. Ça les fait rigoler. Chaque fois que les philosophes français ou allemands parlent du moi, du sujet, les Anglais, ils trouvent ça d'un drôle, d'un bizarre. Ils trouvent vraiment que c'est des drôles de manières de penser. Ils tournent tous autour d'une très curieuse idée. Mais vous savez ce que c'est que le moi? Ils passent leur temps à dire, mais moi, oui, oh oui, ça veut dire quelque chose, c'est une habitude. À la lettre, on attend que ça continue. Je dis moi parce que certains phénomènes, parce que, en vertu d'une croyance à ce que ça continue, c'est tout ce qu'ils mettent sur. Il y a les battements d'un cœur, il y a un quelqu'un qui s'attend à ce que ça continue, et il dit moi. Hein? C'est une habitude. C'est très beau leur théorie du moi comme habitude, si on la rattache à une espèce d'expérience vécue. Pourquoi est-ce qu'ils ne vivent pas comme des mois? Ça, il faudrait alors faire l'analyse de civilisation. Pourquoi leurs penseurs, en tout cas, ne vivent-ils pas le concept de moi?